Bien, merci, merci messieurs d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Merci encore à tous les participants qui regardent. Alors, on va repasser sans doute dans quelques instants le petit flashcode que vous pouvez suivre si vous le souhaitez. Alors, pour la table ronde d'aujourd'hui, on connaît qu'aujourd'hui, les tendances ne sont pas tout à fait, sont un peu compliquées pour le développement du fret ferroviaire. Ce n'est pas simple. De manière globale, même si effectivement certains secteurs, qu'ils soient industriels ou géographiques, sortent un peu du lot parfois et tirent leur épingle du jeu. Je crois toutefois qu'on peut être d'accord, enfin vous me corrigerez si je me trompe, hein, c'est que si on ne change rien aujourd'hui, on ne réussira pas, et qu'on attend que ça tombe du ciel, on ne réussira pas à atteindre les objectifs dont on parlait en début de table ronde, que un petit peu tout le secteur s'est fixé. Alors pendant les 40 prochaines minutes qu'on va passer ensemble, on va s'attacher à regarder des nouveaux modèles au niveau du fret ferroviaire mis en place pour le rendre plus compétitif et donc répondre aux enjeux qui se posent. Aujourd'hui, on va se consacrer aux nouveaux modèles, notamment de matériel roulant. Comment faire évoluer le train qu'on connaît aujourd'hui pour faire gagner le secteur. On va essayer d'apporter quelques réponses là-dessus. Évidemment, beaucoup d'autres choses pourraient être regardées, beaucoup d'autres modèles pourraient être modifiés, mais aujourd'hui, vraiment, on a la chance de se concentrer sur un peu l'élément fondamental, finalement, l'élément à l'origine de tout, le train, le matériel roulant lui-même. Et donc, aujourd'hui, on reçoit donc Armand Toubol et Michel Julien. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez, donc chacun votre tour, on va vous présenter en une toute petite minute, et puis nous donner quelques mots-clés, 2 ou 3 mots-clés que nos participants pourront garder à l'esprit pendant toute votre présentation pour alimenter la réflexion. Michel, si vous voulez bien, allez-y. Bonjour, Julien. Donc, je suis président et cofondateur d'une start-up, RSR Cargo, qui a comme objectif, qui a développé sur le papier donc, une technologie et un mode d'exploitation qui permettrait d'atteindre les objectifs de la Commission européenne un report modal massif de 50% des flux au-delà de 300 km. Super. C'est gigantesque. Et ça résulte de travaux de recherche qui ont été faits dans le cadre du... Alors, Predit était un programme interministériel qui était unique en Europe avec 4 ministères, 3 agents. D'ailleurs, Armand Toubol faisait partie d'experts du groupe marchandise. Donc, je lui passe la parole. Alors, juste avant, vos mots-clés qu'on garde à l'esprit comme fil rouge de votre présentation, ou 2 mots-clés qu'on doit garder. Alors, les mots-clés, c'est automatisation, distribution linéaire, c'est-à-dire que les trains en ligne sur un itinéraire de très longue distance. Et puis, le haut débit. Le haut débit, puisqu'on ne peut pas faire de report modal massif sans haut débit. Super. Bon, Armand, je crois qu'un certain nombre de personnes du monde ferroviaire vous connaissent déjà par votre passé, mais malgré tout, allez-y, présentez-vous et puis n'oubliez pas quelques tout petits mots-clés pour commencer. Bien, d'abord, mettez bien le micro sous le... Oui, complètement. Merci de nous avoir invités au centre support de Lille. Ça nous montre un aspect totalement multimodal, fondamental pour l'avenir du fret ferroviaire. Moi, personnellement, j'ai passé 25 ans à la SNCF et souvent dans la région Nord, donc je connais très cette région. Et pour la SNCF, j'ai donc dirigé le fret avant d'être président de SNCF Participation, qui m'a donné effectivement le sentiment de l'importance de la multimodalité. Je crois que c'est un élément qui persistera dans mes présentations, cette réflexion multimodale. Deuxièmement, et aussi, quand on parle de se concentrer sur la partie du matériel roulant, eh bien, il ne faut pas oublier que ce matériel roulant, il roule sur une infrastructure et qu'aujourd'hui, tout changement à l'infrastructure est un changement long. Alors que notre problème aujourd'hui est bien de relancer le fret ferroviaire le plus rapidement possible. J'ai personnellement eu l'occasion d'avoir énormément de fret ferroviaire dans le passé et je suis effectivement très attaché à relancer cette activité. Je suis aussi tout à fait convaincu qu'il faut considérer l'infrastructure telle qu'elle est et en faire le meilleur usage possible, c'est-à-dire en particulier, en parlant du matériel roulant, d'avoir des trains plus longs, et je développerai ça. J'ai d'ailleurs contribué à 12 projets dans la Commission européenne et en particulier à l'écriture de la partie fret de Shift to Rail. Donc c'était quand même un sujet très, très important.
et qui a donné un certain nombre de résultats dont on parlera. Et en particulier ensuite, je suis tout à fait convaincu qu'aujourd'hui, quand on a un vecteur de transport, il faut l'utiliser le mieux possible. Et ce que Olivier Morel a présenté dans tous les aspects de digitalisation, eh bien, je crois que c'est un des sujets aussi clés que le matériel roulant qui doit permettre cette digitalisation. Avec un dernier aspect dont on a parlé, c'est effectivement tout ce qui tourne, tout ce qui a la transition vers l'automatisation, automatisation du matériel roulant en lui-même, mais automatisation aussi des interfaces qui sont absolument clés dans un monde où les envois sont de plus en plus parcellisés. Ces envois parcellisés nécessitent effectivement des supply chains complexes et avec des interfaces et avec une fiabilité qui est absolument au cœur des exigences de nos clients chargeurs. Je retiens 3 mots finalement, c'est infrastructure, automatisation et puis digitalisation quasiment, voilà. Ce que vous dites. Alors, merci beaucoup, c'est un choix de mots qui me semble tout à fait pertinent avec ce qu'on va se dire aujourd'hui. On se place là, dans cette table ronde, en regardant les objectifs qu'on s'est fixés, mais peut-être avant d'aller dans le dur, prenons quelques minutes pour rêver. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous pourriez nous donner une image du monde rêvé ferroviaire? Voilà, l'échéance qu'on s'est donnée, la réussite du monde ferroviaire, est-ce que c'est quelque chose qui... Voilà, dites-nous un peu pour vous, Armand, et puis après, Michel. Alors, le monde ferroviaire rêvé, il est pour moi celui qui permettra à nos clients chargeurs de satisfaire leurs exigences fondamentales pour pouvoir nous redonner leur trafic et avec toutes les caractéristiques de ces divers trafics sans se limiter uniquement à ce que sont des transports strictement massifiés. Par conséquent, ceci m'amène à dire que dans une infrastructure partagée, eh bien, il faut qu'il soit reconnu toute l'importance absolument critique, cette importance fondamentale du fret ferroviaire et qui a démontré d'ailleurs son énergie et sa pertinence pendant toute la crise que nous sommes en train de terminer, je l'espère, sanitaire, et qui a permis au fret ferroviaire de donner le service logistique que pouvait attendre la collectivité. Et ceci montre que, eh bien, il faut savoir faire cohabiter sur une infrastructure donnée le système voyageur et le système de fret ferroviaire, car moi, je ne peux que constater que le mode routier a un accès aux autoroutes qui est quasiment équivalent à celui des voitures particulières, des voitures voyageurs et des autocars, à l'exception de quelques jours dans l'année, alors que pour le fret ferroviaire, cette difficulté est permanente et cette question de donner une vraie capacité au fret ferroviaire qui lui permette d'avoir des sillons fondamentalement fiables, j'allais dire solidifiés, soudés, si on peut s'exprimer ainsi, et qui permettent à ce moment-là de donner un service de qualité. Simultanément, pour moi, le monde rêvé, c'est un monde où effectivement on a digitalisé le fret ferroviaire permettant effectivement de donner les heures d'arrivée claires, correctes, qui tiennent compte des événements et des incidents qui peuvent se passer, car la gestion du fret ferroviaire, c'est souvent une gestion des incidents. Deuxièmement, qui permettront de bien charger le vecteur, on parlera plus tard, et qui permettent aussi effectivement d'avoir, sur le plan de la digitalisation, la capacité de pouvoir utiliser au mieux ce vecteur grâce à la convergence des demandes de transport et des offres de transport. Je crois que voilà le monde auquel je rêve, avec bien entendu une automatisation. Celle-là, elle n'est pas pour l'échéance instantanée des 4 ou 5 années qui viennent, elle est certainement pour une dizaine d'années. Et je crois que là-dessus, il y a quelques grands projets sur lesquels on pourra s'exprimer. Oui, tout à fait, merci beaucoup. Et on parle de multimodalité, puis on l'a juste derrière nous. Absolument représenté. Un bout bateau qui passe. Et de façon en plus vivante. C'est ça. Michel, pour vous, le monde rêvé du fret ferroviaire, qu'est-ce que c'est? Disons que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Armand Toubol, effectivement. L'affaire des sillons est vraiment fondamentale parce que, quelle que soit la technologie qu'on pourrait développer la plus efficiente possible, si nous n'avons pas les sillons de qualité, il ne se passera rien et il n'y aura pas de report modal. Je dirais, concernant la compétitivité, il faut se méfier quand même parce qu'on peut faire de la compétitivité
avec des subventions publiques qui compensent des problèmes de rentabilité. Je crois que le terme principal à avoir en tête, c'est d'être rentable. Et si on est rentable, c'est parce qu'on est compétitif. Et en fin de compte, ce qui ressort de nos recherches, c'est ce qui pourrait être l'avenir. Ça serait un mode d'exploitation concernant le transport combiné sur le modèle voyageur. C'est-à-dire, c'est quoi ce modèle voyageur? C'est des trains qui font des arrêts minutes, qui sont les chantiers automatisés sur les voies d'évitement, donc avec des entrées-sorties des trains longs, sur des voies de 700 jusqu'à 1500 mètres. Et ça, ce sont des propositions qui ont été faites dans le cadre d'un projet européen. Et Armand Toubol était dans ce projet de Capacity for Rail qui a donné ses conclusions en 2017. Donc nous, on était déjà sur cette approche. Ce qui veut dire que dans ce monde-là, la rupture de charge est effacée. Elle est effacée sur le plan technique par de l'automatisation. Elle est effacée aussi sur le plan fonctionnel parce que les chauffeurs routiers arrivent sur des chantiers en open access, donc un peu comme ils franchissent une barrière d'autoroute, et bien là, ils franchissent une barrière avec un badge. Ils arrivent sur le chantier, ils savent exactement ce qu'ils vont faire. Ils déposent une caisse ou une semi-remorque et ils partent. Et côté client, c'est une facilité d'accès. Alors, je reviens aussi sur le propos d'Olivier Morel, c'est-à-dire que, en fin de compte, l'achat de la prestation pourrait se faire aussi facilement qu'acheter un billet de train. C'est ça l'objectif futur, avec une digitalisation. Et qui dit chantier léger et automatisé, ça veut dire une présence de l'intermodalité sur des réseaux capillaires. Il ne s'agit pas de faire ça uniquement sur des réseaux longue distance, sur le backbone, ce que j'appelle le backbone en télécom, le réseau principal, et ça veut dire une capillarité de l'offre sur tout le territoire, et donc avec une réduction forte de l'empreinte carbone du transport. Et enfin, alors là, c'est un élément très important, aussi important que l'infrastructure et le modèle voyageur, c'est la coopération. C'est-à-dire que dans le monde de demain, pour que nous puissions réussir le transfert modal, il faut que la partie ferroviaire, le maillon ferroviaire, soit complètement intégré dans le concept de l'Internet physique. Alors, on a parlé de synchromobilité tout à l'heure, Olivier Morel. L'Internet physique, on ne va pas en parler là parce que ça pourrait durer une journée, mais il y a une plateforme européenne qui s'appelle Alice qui travaille sur ce sujet. Et l'Internet physique est une des pépites du Prédit, d'ailleurs. Les premières recherches ont été faites dans le cadre du Prédit. Alors, Internet physique, c'est en gros une hyper-connectivité et surtout un partage des actifs. Ça veut dire que dans ce monde-là, l'ensemble des acteurs partagent les capacités. Donc, ils mettent sur le web, si je peux dire, les capacités résiduelles pour que tout le monde puisse les acheter. Et d'ailleurs, je termine là-dessus, j'ai été à une époque e-business manager pour le groupe SNCF. Et on avait un projet de faire le portail de transport combiné. Alors, ça n'a pas été fait parce qu'on n'a pas eu les financements, mais l'objectif, on a été déjà, et là c'était en 2000, on avait déjà en 2000 cette notion de plateforme, un peu l'Amadeus du transport combiné, en quelque sorte. Merci, oui, effectivement, un certain nombre de belles perspectives qui se trouvent devant nous. Mais comme vous le disiez, on pourrait parler de tous ces sujets-là pendant des heures et des heures. Malheureusement, le temps nous est compté. Alors, je vais dire, ça y est, on y est. On va rentrer dans le cœur du sujet. On est arrivé. Allons-y. Armand, si j'ai bien compris nos échanges préalables à la conférence, votre proposition, vous avez commencé à le dire, c'est vraiment optimiser le sillon, chacun des sillons le plus possible, avec des trains longs finalement. C'est ça le projet, c'est ce que vous portez. Alors, pour répondre à cette question, je suis parti d'un raisonnement extrêmement simple. L'infrastructure, elle ne change que extrêmement lentement. Et très souvent, on nous répond, la solution, c'est on va construire de nouvelles voies, des bypass, etc. Et ben moi, j'attends le chantier du contournement de Lyon depuis une vingtaine d'années. J'attends le terminal nord de Paris depuis une vingtaine d'années. Tout ça me paraît extrêmement démonstrateur de la difficulté de faire évoluer les questions d'infrastructure. Par conséquent, j'ai mis dans ma tête le principe utilisons au mieux l'infrastructure qu'on a. Comment le faire? Alors, plusieurs solutions s'offrent à nous. Une solution qui est intéressante a été le développement de RTMS. Le développement de RTMS, c'est-à-dire European Rail Train Management System, c'est-à-dire d'un système qui
qui permettait d'avoir une interopérabilité au travers de l'Europe. Le seul problème, c'est qu'on est parti d'un système qui est une conception technologique dont le coût est tel que, effectivement, autant on peut le rentabiliser sur des trains voyageurs, autant il est extrêmement difficile à rentabiliser sur les trains de fret. Et comme je l'ai dit à certains moments, eh bien, si on applique brutalement ça sur des locomotives existantes, eh bien, vous avez aujourd'hui des coûts qui sont tout à fait rédhibitoires. Ce système ERTMS en lui-même, il a progressé et il a un objectif extrêmement intéressant qui est d'avoir ce qu'on appelle le canton mobile, c'est-à-dire que chaque train sait où se trouve le train qu'il précède. Eh bien, partant de ce raisonnement-là, je me suis dit, mais au fond, si effectivement les deux trains, vous les attachez ensemble, vous avez déjà gagné cette distance, même si vous aviez ce canton mobile qui est demain l'optimum en termes de contrôle, commande et de surveillance de l'infrastructure, des mouvements de train sur l'infrastructure. Effectivement, aujourd'hui, comme vous avez en moyenne des cantons, c'est-à-dire des zones de sécurité qui font 1500 mètres, je me suis dit que remplir ces zones-là était quelque chose d'intelligent. Mais, et c'est le point fondamental, avoir un train long, s'il n'est pas fréquent et s'il n'est pas rempli, c'est une négation de la solution économique. Par conséquent, dans ce projet de remplir les cantons et de faire des trains longs, il y avait plusieurs sujets qui se sont entrecoupés. D'abord, les questions de sécurité, et j'en dirai un mot puisque nous avons effectivement maintenant fait les études de sécurité complètes sur ce type de train. On pourra en dire un mot. Deuxièmement, ça suppose que vous n'attendiez pas pendant une journée de remplir votre train long avant de le lancer sur le ferroviaire. Par conséquent, ça vous amène automatiquement à se dire, le point fondamental, eh bien, c'est de prendre les trains existants tels qu'ils sont et de les coupler très rapidement pour fabriquer un train long. Et puis ensuite, sur l'essentiel de son parcours, d'avoir à ce moment-là un gain extraordinairement puissant, puisque nous arrivons avec ces trains longs à baisser le coût d'exploitation, d'abord baisser la consommation par tonne transportée si les trains sont remplis de 40%, ce qui est quand même fondamental, donc ça fait une amélioration très importante. Deuxièmement, de baisser globalement le coût d'exploitation de 30%, ce qui est jusqu'à 30%, selon effectivement un certain nombre de caractéristiques, mais on ne va pas rentrer dans ces détails, c'est une question simplement de principe. Donc ensuite, il faut remplir, et ce sera la deuxième partie, mais on va pour l'instant rester sur les questions de concept uniquement, c'est-à-dire de remplir parfaitement ces trains, et je pense que Michel y a déjà en partie répondu. Oui, merci beaucoup. Effectivement, Michel, je crois que c'est presque même le concept de train que vous remettez en cause finalement avec ce que vous proposez aujourd'hui. Le train en tant que tel, pas tant que ça, mais effectivement, dans une vision futuriste, oui, mais on en reparlera un peu plus tard. Je dirais que je suis d'accord sur le problème d'infrastructure. Il y a éventuellement cette question des trains longs, mais il y a surtout une question de la gestion du réseau. Alors il s'agit du gestionnaire du réseau. Alors je me permets de dire ça parce que dans le cas du Prédit, on a financé une recherche qui s'appelle CJFret entre Paris et Le Havre et on s'est rendu compte qu'en faisant une gestion dynamique des circulations, on dégageait une énorme potentiel de capacité. Et là, les Suisses sont très en avance sur nous. Donc, train long, pourquoi pas, mais en tout cas, la gestion de la capacité par le gestionnaire est primordiale. Sinon, alors je dirais que la rentabilité du transport combiné, parce que moi je me situe sur le transport combiné, il se fait dans les chantiers. Donc le problème qu'on a aujourd'hui sur le chantier actuel, ce sont des chantiers en cul-de-sac avec des voies courtes. Donc ça, c'est sur le plan de la productivité, de la rentabilité, c'est une hérésie. Et le modèle, si on devait changer les choses, il faudrait trouver des solutions pour migrer ces chantiers qui sont complètement enclavés, de les mettre sur des voies d'échange, donc en demi-lune, hein, comme on dit, pour respecter si je puis dire, les bons principes de la rentabilité et d'éliminer toutes les manœuvres inutiles, je dirais, et qui grèvent le coût du transport combiné.
Donc ça, c'est un premier point. Et en matière de gestion de l'infrastructure, si on veut maximiser la capacité de l'infra, il y a une autre solution que enfin, disons complémentaire, c'est d'homogénéiser les circulations. Ça veut dire que les trains doivent se rapprocher le plus possible d'une certains standards. En fin de compte, ce qui est dit par les spécialistes, c'est que entre les trains qui circulent pour qu'un réseau soit homogène et soit optimal, il ne faut pas qu'il y ait plus de 40 km/h entre les trains. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, avec la multiplication des trains de banlieue voyageurs, je dirais, de mon point de vue, le train à 100 km/h, le MA100, il a de gros soucis à se faire en 2050, parce qu'il consomme énormément de sillons et il y aura un grand problème en matière de circulation ferroviaire à ce niveau-là. Et oui, peut-être, oui. Armand, je vois que vous avez je réagis à cette affirmation qui est très largement répandue d'ailleurs, qui est effectivement celle où il faut le plus possible homogénéiser. Or, nous sommes confrontés à quelque chose qui est absolument évident, c'est que le voyageur, son attractivité, c'est d'avoir un temps de parcours le plus faible possible, et par conséquent, je ne crois pas qu'on soit capable d'expliquer très gentiment que maintenant, on va ramener les trains de 160 à l'heure, les ramener à 100 km à l'heure. Donc, je pense que ça. Mais inversement, ce que n'a pas ajouté Michel, c'est que si vous dépassez les 100 km à l'heure, eh bien, vous êtes dans une zone où vous perdez en efficacité considérablement sur les trains, puisque exponentiellement, les coûts d'entretien montent et exponentiellement, les capacités que vous pouvez mettre dans un train décroissent avec la vitesse. Et le point de concours de ces deux systèmes se situe entre 80 et 100 km à l'heure. Par conséquent, quand on me dit qu'il faut mettre tout le monde à 120 ou à 140, eh bien, très clairement, aujourd'hui, ça consiste à constater simplement que vous perdez quelques centaines de tonnes sur chacun des trains. Alors ça, pour moi, il y a une contradiction. Et par conséquent, quand on a dit ça, on s'aperçoit qu'il va falloir avancer dans l'idée qu'il y a une partie de la capacité sur le réseau qui doit être réservée aux trains de fret. Quand on sait qu'avec un train long, on est capable, alors je vais donner quelque chose qui est absolument théorique et qui n'a aucun rapport avec la réalité. Si vous mettez des trains longs de 1500 mètres régulièrement pendant 20 heures en gardant 4 heures pour l'entretien du réseau sur une double voie, eh bien vous êtes capable, avec ces trains que vous pouvez mettre à une distance d'environ 5 minutes les uns des autres, très tranquillement, donc vous faites un petit calcul très très rapide, ben vous vous apercevez que vous transportez 2 fois la quantité du fret total de la France sur cette simple double voie. Ça veut dire que c'est totalement, ça, ne pas prendre ça comme une référence, c'était un calcul purement théorique qui n'a pas de rapport avec la réalité de ce qu'on sait faire, parce que vous n'allez jamais concentrer la totalité du fret d'un point A à un point B pour s'amuser à faire des trains longs. Ça veut dire simplement que par conséquent, on a besoin d'une part de capacité qui soit réservée au fret ferroviaire et dans laquelle on met, à condition qu'elle soit placée à la bonne heure, et dans laquelle on met les trains de fret en séquence à leur vitesse optimale. Voilà pourquoi, personnellement, un certain nombre de trains qui ne sont pas trop lourds pourront rouler un peu plus vite. Effectivement, on a des trains qui roulent à 120 km à l'heure pour le transport combiné. Quand on montait à 160, on a vite compris qu'il fallait s'arrêter parce que c'était une catastrophe économique, parce que le coût d'entretien, la fréquence d'entretien des wagons avait augmenté considérablement. À 140 km à l'heure, c'est encore extrêmement difficile, et c'est là où, effectivement, il faut trouver, pour certains sillons, la capacité de rouler à 120. C'est vrai pour un certain nombre de trains du combiné qui transportent des conteneurs maritimes, parce qu'effectivement, chacun des conteneurs est environ, un EVP est environ chargé à 11 tonnes à peu près, tandis qu'effectivement, quand vous commencez à mettre des semi-remorques, c'est beaucoup plus lourd. Voilà ce que je voulais. C'est pour ça que je voulais réagir sur l'idée qu'on va aligner. Alors par contre, dans certaines zones, pour terminer, dans certaines zones particulières où il y a de la congestion, demander aux trains de voyageurs de ralentir pendant les quelques dizaines de kilomètres, 30 ou 40 kilomètres, eh bien, ça n'est pas scandaleux. Moi, je constate simplement que le train de ce matin, le TGV de ce matin, qui avant, pour venir à Lille, mettait 1h01 ou 1h02, il a mis 1h15, tout simplement parce qu'il s'est arrêté à Arras. Et pour autant,
il n'a pas perdu son remplissage. Je l'ai constaté ce matin. Merci. Alors, juste avant, Michel, de vous redonner la parole, vous parliez de maintenance, de poids. On a tout à l'heure une intervention qui parlera aussi de la maintenance des voies. Donc, ça fait aussi là, un lien avec les sujets. Alors, je vous voyais, Michel, réagir. Et peut-être juste après, aller un petit peu plus dans le détail de ce que vous présentez, de ce que vous voulez nous présenter rapidement. Comme ça, on comprend bien ce que vous avez en tête en termes d'organisation, si je peux dire. Mais concernant mon système ou concernant... Oui, voilà, c'est ça, tout à fait, oui. Oui, alors je réagissais en 2 points. La première chose, qui est la remarque d'Armand Toubol, c'est toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire avec le matériel tel qu'il existe aujourd'hui. Je ne me mets pas dans cette configuration-là, évidemment, puisque nous, on est parti sur un nouveau matériel. C'était un peu la thématique aussi de la table ronde. Je constate aussi qu'en Suisse, tous les trains circulent à 120 km/h et M120, effectivement, pour avoir une bonne utilisation de la capacité. Et par contre, je suis complètement d'accord avec lui que pour franchir les nœuds engorgés, effectivement, la bonne politique, ça serait de mettre tous les trains à la même vitesse sur une courte distance pour le franchissement des nœuds. Donc là, une vraie vitesse différenciée. Tout à l'heure, on parlait de visibilité différenciée, vitesse différenciée aussi pour optimiser l'utilisation du sillon. Exactement. Et donc, on pourrait le faire par les systèmes d'information, c'est-à-dire par des informations données au conducteur pour lui dire pendant X kilomètres, tu vas rouler à 60 ou à 70 km/h. Et là, on revient à vos mots-clés, digitalisation, etc. Le boucle se boucle. Allez-y, Michel, dites-nous un peu plus ce que vous... Et un dernier point aussi qui est quand même vital, c'est des trains silencieux. C'est-à-dire que moi, je me mets toujours dans l'optique d'un report modal massif. Vous serez incapable de faire du report modal massif si vos trains font du bruit, parce que vous aurez les gens qui descendent sur la voie pour empêcher les trains de circuler. On l'a vu pour Serqueux, et encore, c'était pas dû au débit, et malgré ça, les gens sont descendus dans la rue pour empêcher la réouverture de la ligne du Havre sur Paris. Et là, on voit bien, on est à moins de 100 mètres des habitations, les trains sont juste au pied des habitations quasiment, donc c'est vraiment un sujet très important, oui. Alors, ce que nous proposons, nous, c'est effectivement, on poursuit, enfin, je poursuis les remarques que j'ai pu faire, c'est-à-dire, on est en quelque sorte le TER du transport combiné, c'est-à-dire qu'on fait des arrêts courts et à des distances courtes, donc de l'ordre de 300 km. Et cela est possible parce que nous avons des chantiers automatisés. Et ces chantiers automatisés, ils fonctionnent comment? Donc, nous avons des modules de 4 wagons. Les wagons sont motorisés. Alors, je parlerai après d'une version initiale qui serait plus light sur le plan technologique. Mais l'objectif à long terme, c'est ça, c'est des wagons motorisés squelettes, donc par module de 4, et avec des robots mobiles, des AGV, qui font les déchargements du train, et un AGV décharge un module. Et ce qui veut dire que vous déchargez un train complet, quelle que soit sa longueur d'ailleurs, vous mettez 15 minutes à décharger le train. Donc le train arrive, les robots interviennent des 2 côtés ou d'un seul côté, vous avez comme ça le train pourrait même garder son sillon, en quelque sorte, en faisant des arrêts d'1/4 d'heure. Donc, ce qu'il y a de particulier sur ce wagon, c'est qu'il a un système de montée-baisse qui permet de faciliter le transbordement en gare et surtout qui est absolument révolutionnaire en matière de gabarit. C'est-à-dire qu'on pourrait... on n'est pas encore en ordre, c'est-à-dire on ne discute pas encore avec les industriels, mais d'après nos calculs, on pourrait, dans toute l'Europe, en dehors de la France, dans toute l'Europe, on pourrait être P400 sur l'ensemble du réseau européen parce qu'on est capable de descendre très bas. On pourrait pratiquement descendre les pneumatiques au niveau de la voie si on le voulait. Ça n'a aucun intérêt. Et si on se mettait à 140, qui est la hauteur qui permettait de dégager, qui est dégagée sur tous les réseaux étrangers, on pourrait faire du P400 partout. Un autre point, c'est la rotation du capital. Du fait qu'on fait des arrêts minutes et qu'on tourne en permanence, la rotation du capital est optimale. Et ça, c'est un élément majeur de rentabilité. Un wagon qui stationne, c'est un wagon qui coûte de l'argent. Un wagon qui circule, c'est un wagon qui en rapporte. Donc, cette rotation du capital est vraiment importante. Et en fin de compte, ce qu'on imagine également, c'est un réseau à 2 vitesses, c'est-à-dire qu'un réseau backbone qui circule entre 120 et 160, et puis un réseau capillaire qui serait peut-être d'une autre technologie qui amène des trafics sur le réseau principal. Alors, si vous voulez, je pourrais vous présenter une diapositive. La diapositive, voilà, c'est un chantier. Elles passent en même temps qu'on parlait. Voilà, un chantier ferroutage. Alors, voilà, sur cette photo, vous avez
deux voies, donc voie paire et impaire, avec un déchargement des semi-remorques de chaque côté, et avec le terminal en open access, c'est-à-dire que les chauffeurs routiers qui est habilité, il sait très bien ce qu'il a à faire, il va déposer la semi-remorque à l'endroit indiqué par le système, et ensuite il va aller chercher une autre semi-remorque, et voilà, et c'est en continu. Alors j'ai une deuxième diapositive, si vous voulez bien, qui est intéressante parce que on se compare en quelque sorte au nec plus ultra de l'attraction de la manutention verticale. Alors c'est un méga hub de Cambi-Ferker qui vient d'ouvrir récemment. Et ce qui est intéressant dans ce hub, c'est que on a des grues qui sont tout est automatisé. Donc a priori, d'après ce que j'entends dire, les portiques sont automatisés. Vous avez des AGV aussi qui circulent pour distribuer les conteneurs entre les portiques. Mais ce que vous pouvez constater, c'est qu'entre la distribution linéaire, c'est-à-dire on fait des arrêts minutes tous les 300 km, on atteint une demande de transport très importante. Donc on arrive en matière d'occupation des trains à un taux d'occupation très élevé. Et en matière d'investissement, on a une occupation assez faible et un coût d'investissement qui est très réduit par rapport aux 120 millions d'euros, par exemple, pour le fameux chantier. Et ça peut aller. Et donc, en matière de productivité, on fait 3 trains à l'heure. Donc, vous voyez, d'après les diapositives, enfin, les chiffres en matière de capacité théorique, de nombre d'UTI à manipuler sont très, très différents et dont une capacité très forte et une rentabilité à la clé. Alors, juste, si j'ai encore le temps, je pourrais... Dernier point, et après, parce qu'il nous reste déjà plus que 5 minutes, malheureusement. Une petite animation, si vous voulez, pour vous donner une petite idée du sujet. Donc là, on pourrait dire que c'est un module... il faut que ça démarre. Oui. Voilà, on voit le semi-remorque qui arrive. Alors, on est universel, hein, c'est-à-dire qu'on peut faire ça aussi bien que les conteneurs, que les UTI, que les caisses mobiles, que les remorques. Là, c'est pour un chantier de ferroutage. Et les chantiers pourraient être mixtes. Et vous avez un module de 4 wagons qui va arriver. Alors là, c'est dans une voie futuriste où c'est, par exemple, c'est un module qui circule en platooning qui arriverait dans un chantier. Voilà, le module arrive en gare. Les AGV se sont positionnés. Alors, c'est un modèle d'AGV. Là, c'est 2 AGV indépendants qui font un. Mais a priori, ce seront des AGV couplés, pardon. Et donc, pendant que le premier enlève la semi-remorque, le deuxième est de l'autre côté de la voie. Il va prendre la semi, il va la mettre en place. Et ça se retrouve tous les modules. Donc, un train de 750 mètres, c'est 12 modules. Et voilà. Voilà comment le train est déchargé en 15 minutes et repart. Super, merci. Un mot très court, comme ça on se garde quelques minutes pour parler de la région notamment. On n'a pas encore parlé. La région, c'est quand même un élément fondamental. Premier pôle ferroviaire, première région de France. Donc il faut qu'on en parle un peu aujourd'hui. Oui, juste quelques mots pour dire que par rapport à tout ce qu'on a dit, je crois qu'effectivement l'automatisation des chantiers est très importante. Et ceci avait donné lieu, mais il y a 20 ans de ça, à des expérimentations que j'avais fait faire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de technologies qui existent et qui sont parfois difficiles à appliquer. Celle-là l'était. Ça consistait effectivement à décharger un train automatiquement en séquence. Au lieu d'aller chercher une caisse ici, une caisse là, etc., nous avons fait l'expérimentation à Vénissieux et nous avons multiplié par 3 la capacité de déchargement. Et par conséquent, la possibilité d'augmenter ipso facto la capacité. Mais ça supposait effectivement d'avoir la possibilité de maîtriser, j'allais dire, toutes les remorques que vous placiez le long du train et que vous pouviez effectivement, à ce moment-là, immédiatement décharger, car le temps perdu dans le déplacement du portique est considérable. Et c'est un des sujets ce qui veut dire que des idées, elles existaient depuis longtemps. Le problème, c'est ensuite de passer à l'action, parce que là, il fallait banaliser les remorques. Donc, il fallait que les gens qui font la desserte terminale puissent accepter de les mettre dans un pool commun. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Très compliqué. Et c'est typiquement le type de problème auquel on ne pense pas initialement. C'est-à-dire, c'est la capacité de faire rentrer des processus nouveaux. Alors, je vais me tourner vers l'avenir dont on parle en ce moment. Le dernier mot dont on a parlé, c'était ce principe d'automatisation. D'automatisation notamment dans les opérations de couplage et de découplage des trains automatiques avec ce grand projet
qui est le Digital Automatic Coupler. Alors, il a deux fonctions, ce Digital Automatic Coupler. Il a une fonction de transfert d'informations par un bus de train, avec la possibilité d'alimenter électriquement les différents wagons, ne serait-ce que pour avoir tous les éléments en provenance des capteurs pour pouvoir faire la maintenance, mais aussi pour pouvoir donner les informations à la clientèle, puisque le GPS se trouve dans la locomotive et à ce moment-là, lorsque vous avez le Digital Automatic Coupler. Et puis une deuxième fonction qui est l'accrochage, décrochage très facilement. Vous constatez aujourd'hui qu'en France, la partie de wagons isolés, elle a énormément baissé, énormément. Et ça n'est pas en mettant en place un investissement aussi massif que représente ce Digital Autocoupler, avec toute une migration que personne n'est capable d'estimer à l'heure actuelle, que vous allez pouvoir le réussir. Alors, il faut trouver une transition soft. C'est ça le problème. Eh bien, la transition soft, on l'a. Faire toute la partie digitale, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à câbler les wagons. Et ça coûte 10 fois moins cher que le DAG. Et ensuite, vous pouvez mettre le Digital Autocoupler aux endroits où vous en avez besoin. Allez équiper de Digital Autocoupler des trains qui passent, qui ne coupent leur système qu'une fois tous les X. C'est là où on pénaliserait la totalité de notre relance avec un projet magnifique, extrêmement intéressant pour relancer effectivement le wagon isolé dans l'avenir. Mais une fois que vous avez mis quelqu'un la tête sous l'eau, c'est très embêtant ensuite pour le faire nager. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer pour la partie à venir. Donc aujourd'hui, ici dans la région, puisque c'est quand même un des sujets qui me tient particulièrement à cœur, vous avez des trafics industriels. Eh bien, ces trafics industriels, ils peuvent bénéficier des trains longs. J'ai actuellement un échange intellectuel avec Arcelor, notamment pour montrer que dans certains trains qu'on fait aujourd'hui à 4200 tonnes actuellement, eh bien, nous savons démontrer qu'avec le même matériel, plus le câble, eh bien, nous sommes capables de passer au-delà de 6500 tonnes. Alors ça fait une sacrée différence. Et immédiatement, c'est du cash sonnant et trébuchant. Et pour moi, c'est le point fondamental. Si vous ne donnez pas, dans un projet grandiose, un certain nombre de résultats concrets, immédiats, ben vous n'emmenez pas les troupes avec vous, vous n'emmenez pas la conviction de ceux qui décident. Donc ici, vous avez l'avantage d'avoir l'industrie lourde. Vous avez ici des zones sur lesquelles vous avez de la logistique et de la distribution. Je posais la question ce matin au président du port ou au directeur du port qui était là, en lui disant, est-ce que vous avez aujourd'hui des entreprises logistiques qui font de la distribution directe chez les relais colis, directement à l'intérieur de Paris? Parce que quand vous voulez faire, par exemple, des terminaux ferroviaires urbains, eh bien, il est évident que vous n'allez pas à l'intérieur de Paris, vous payez des surfaces colossales. Donc, ça veut dire qu'il faut arriver avec des petites caisses toutes prêtes que vous mettiez en distribution immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut inventer, qui n'existe pas encore, et qui pourrait effectivement relancer ce type d'activité, parce qu'on nous demande de la distribution directe. Vous avez ici de la VPC, vous avez d'autres activités très importantes. Vous êtes au cœur du confluent entre Anvers et Dunkerque, où vous avez effectivement des trafics à la fois industriels et à la fois des trafics qui peuvent être de trafic de conteneurs. Voilà. Justement, sur les prochaines étapes, c'est le dernier point pour qu'on finisse dans les temps. Il nous reste 1 minute. Michel, pour vous, la prochaine étape, c'est ce dont vous avez parlé, c'est pas une fin en soi. Derrière, il y a un plan, je dirais, ou des étapes suivantes. Mais disons, la prochaine étape, nous, en tant que start-up, c'est évidemment le démonstrateur. Et effectivement, ça serait de démarrer avec un système beaucoup plus simple, dégradé, je peux dire, sur le plan technologique, et pas trop dégradé sur le plan de la rentabilité. C'est-à-dire que les wagons ne seraient pas motorisés. Ce seraient des wagons, je ne dirais pas conventionnels, mais des wagons tractés par une locomotive, et qui auraient toutes les fonctionnalités pour fonctionner dans des chantiers automatisés. C'est-à-dire que la rentabilité du combiné se fait dans le chantier. Donc, on ne change rien au chantier, mais par contre, une locomotive qui tire des trains sans remanier. Donc, je confirme un peu ce que dit Armand, pas raison de mettre des attelages automatiques partout, alors que l'objectif pour économiser de l'argent, c'est pas toucher au train, de le garder autant que possible entier. Et donc, voilà, ça c'est une approche court terme. Et concernant la région, effectivement, nos attentes, ça serait de disposer de l'écosystème d'I-Trans, puisque je suis membre d'I-Trans et donc des Hauts-de-France,
pour que les PME s'organisent et puissent créer cette entreprise industrielle qui pourrait fabriquer le matériel, puisqu'il y a quand même des emplois pour des années et des années pour faire ce système-là. Génial, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Cette présentation, ces échanges très intéressants. On a fini à 15 secondes près dans les temps qu'on s'était accordés, donc c'est parfait. Merci, merci beaucoup pour ça. On va passer à la table, à l'intervention suivante. Une toute petite minute de coupure et on vous retrouve dans une minute. Merci beaucoup, à tout de suite.